C'est le muscle le plus profond. C'est un muscle qui s'étend de la région médiane, du plan médian, jusqu'à la colonne vertébrale. C'est un muscle qui s'insère sur la face interne des 6 dernières côtes, sur les 5 apophyses transverses du rachis lombaire, sur la crête iliaque et le ligament inguinal. Donc sur une vue antérolatérale, la colonne vertébrale, l'os coxal, la 5e vertèbre lombaire, 4, 3, 2, 1, TH 12, 11, 10 et 9. La 7e, la 8e et la 7e. Le sternum avec ses articulations chondro-sternales. Le ligament inguinal. La ligne blanche qui unit le sternum, la xiphoïde au pubis. La 5e apophyse transverse, la 4, la 3, la 2, la 1, la 12e, la 11e côte, la 10e, la 9e, la 8e et la 7e côte. Sur le cartilage desquels va s'insérer ce muscle, la 11e et la 12e côte. Alors ce muscle transverse va s'insérer donc sur les apophyses transverses, moyennant une aponévrose particulièrement large postérieure. Les insertions costales sur le 6, donc cartilage costaux, une aponévrose antérieure particulièrement évasée et qui va se terminer sur le ligament inguinal. C'est l'aponévrose antérieure. Une aponévrose postérieure, particulièrement large aussi. Et un corps charnu intermédiaire avec une terminaison musculaire qui fera partie de ce qu'on appellera le tendon conjoint, qui fait partie d'un des points faibles de la paroi abdominale. Alors ce muscle est le siège d'une zone particulièrement fragile, particulièrement mince, qui est en sous-ombilical, qui peut être le siège de hernie qu'on appelle la ligne semi-lunaire de Spiegel. Donc, la ligne blanche, c'est une superposition d'aponévrose de tous les muscles de la paroi abdominale. L'aponévrose antérieure du muscle transverse, l'aponévrose postérieure du même muscle
évidemment l'arcade du ligament inguinal. La septième, de la septième à la 12e côte. Voilà donc ce muscle transverse de l'abdomen sur une vue antérolatérale avec ses deux aponevroses antérieure et postérieure et sa partie charnue et ce point faible qui est la ligne semi-lunaire de Spiegel. Okay. Le muscle oblique interne. Il s'agit également d'un muscle qui est évidemment large, la paroi postérieure, l'os coxal, le sternum. C'est un muscle qui va s'insérer sur les 4 dernières côtes, avec la 12e, la 11e, la 12e, donc la 11e, la 10e, la 9e, c'est un muscle également qui va s'insérer sur le ligament inguinal, la ligne blanche. C'est un muscle dont les fibres sont obliques internes avec une aponevrose antérieure particulièrement large à l'étage sus-ombilical, une aponevrose également assez large en arrière, et une partie charnue qui va s'insérer donc sur les 4 dernières côtes avec des fibres obliques donc de dedans en dehors, aménageant un orifice qu'on appellera l'orifice inguinal profond, et dans sa partie terminale également, qui va constituer, comme on l'a déjà avancé, le tendon conjoint. Donc, conjoint avec la partie terminale du muscle transverse. Ceci étant, on le verra plus tard, l'orifice inguinal profond. C'est un muscle qui est caractérisé par l'émission de deux petits nerfs, de deux petits muscles plutôt. C'est des muscles qui prennent naissance donc de ce bord inférieur du muscle oblique interne qu'on appelle les muscles crémastères ou crémastériens. Ce sont des muscles qui vont s'insérer sur une structure, sur un pédicule qu'on appelle le cordon spermatique, pédicule testiculaire, et ce sont deux muscles, un crémastère interne et externe, ceci étant l'externe, et qui vont servir au fait à l'examen clinique dans votre sémiologie, et particulièrement de l'examen neurologique, lequel examen neurologique comporte donc le test justement de ce qu'on appelle le réflexe crémastérien, qui est normal en fait. Il s'agit donc de chatouiller la face interne de la cuisse, et en chatouillant la face interne de la cuisse, on va voir en fait chez le mâle l'ascension
testiculaire, c'est la normalité. En cas où il n'y a pas d'ascension, c'est qu'il y a certainement une atteinte nerveuse de ce muscle. Il s'agit du réflexe crémastérien. Alors, le muscle oblique externe étant le muscle également large, le plus superficiel, antérolatéral, et qui va, on va voir donc sur cette vue antérolatérale avec, comme à l'accoutumée, le coxal, le sternum, avec les trois dernières articulations endosternales, la 12e, la 11e, la 10e, 9e, 8, 7e côte, 6e et 5e côte. Donc il va s'insérer sur les 4 dernières côtes, sur la ligne blanche, comme les autres muscles, sur le ligament inguinal. On va donc voir ce muscle s'insérer donc sur la face externe de la 12e, 10e, enfin l'ensemble des 8 dernières côtes. Et dont les fibres donc, sont orientées de dedans en dehors, avec une aponévrose qui est particulièrement large dans sa partie basse, avec la constitution au niveau du ligament inguinal et au niveau du pubis anterolatéral, deux piliers, un pilier dit interne et un pilier dit externe, qui vont aménager entre ces deux piliers un orifice qu'on appelle l'orifice inguinal superficiel. Avec le pilier interne, un pilier externe, et donc ces fibres qui sont, ou ces faisceaux qui sont orientés de dedans en dehors, d'où son nom, le muscle oblique externe. Alors, le droit de l'abdomen est un muscle qui est rubané, multigastrique ou plurigastrique, antérieur. Alors, on a le sacrum, pelvis de façon générale, le sternum avec les trois dernières articulations sternocostales, le vent chondrocostal avec la 10e, la 9e, la 8e et la 7e, la 6e et la 5e côte. C'est un muscle qui va s'insérer sur la 5e, la 6e, et puis les 4 dernières, la 7e, 8e, 9e, avec un ensemble de digitations qui vont s'insérer
sur le pubis, avec la ligne blanche comme à l'accoutumée, l'ombilique, et la ligne blanche sous-ombilicale. On distingue entre les différents ventres des intersections dites tendineuses, au nombre de 3 à 4, insertions tendineuses. De 3 à 4. Et donc ce muscle dont les fibres sont verticales, c'est un muscle qu'on voit bien chez les maigres, les sportifs particulièrement. On voit le relief de ces ventres, de ces ligaments, de ces intersections tendineuses. C'est un muscle bien sûr qui a aussi sa propre gaine, qui s'ajoute donc à celle des autres muscles larges, et à sa partie terminale, on voit émerger une extension tendineuse, ligamentaire qu'on appelle le ligament triangulaire, qui fait partie donc de ce muscle. Et le cinquième muscle qui n'est en fait qu'un reliquat, qui est inconstant et qui s'insère sur la partie terminale de la ligne blanche et le pubis. C'est un muscle qui est inconstant et rudimentaire, qu'on appelle le muscle pyramidal. Voilà donc ce muscle droit de l'abdomen qui est pratiquement dans le plan antérieur, essentiellement, qui occupe le plan antérieur de la paroi et qui va cumuler l'ensemble des aponevroses des 3 autres muscles ou des muscles précédents. Une entité anatomique importante à retenir, importante à comprendre, donc, et qui peut servir dans une pathologie très fréquente, à savoir la pathologie des éventrations ou des hernies d'une façon générale, à savoir la gaine des doigts. La gaine des doigts, le muscle droit de l'abdomen, est un ensemble fait par la superposition de toutes les aponevroses des muscles précédemment décrits, donc essentiellement des 4 muscles larges importants de l'abdomen. Et cette gaine des muscles droits de l'abdomen se dispose de façon différente à l'étage sus-ombilical et à l'étage sous-ombilical. On va donc voir sa configuration, d'abord à l'étage sus-ombilical, puis on va faire au fait en même temps l'étage sous-ombilical. On voit un peu la différence en même temps. Ici on a donc à schématiser les muscles droits de l'abdomen qui sont particulièrement espacés à l'étage sus-ombilical. Ils sont plus rapprochés à l'étage sous-ombilical. Leur propre gaine. Les 3 muscles larges de l'abdomen, à savoir le transverse, l'oblique interne
et l'oblique externe de part et d'autre, le transverse, l'oblique interne et l'oblique externe. De la même façon, à l'étage sous-ombilical, et on va donc voir la répartition de leurs gaines, de leurs propres gaines, en sachant que celle de l'oblique externe va passer entièrement en avant des muscles droits de l'abdomen. Celle du muscle oblique interne va se répartir de part et d'autre, va se diviser quelque part en passant une partie en avant et l'autre en arrière de ce muscle droit de l'abdomen, contrairement à celle du muscle transverse qui, elle, va passer entièrement en arrière. C'est un peu comme celle de l'oblique externe qui passe entièrement en avant. De façon à ce que on ait une ligne blanche particulièrement large et particulièrement solide. La ligne blanche. Ce qui se passe à l'étage sous-ombilical, c'est que l'ensemble des aponevroses, de tous les muscles, passe en avant. Bien évidemment, vous avez la gaine du muscle droit de l'abdomen, celle de l'oblique interne va passer également en avant, celle du transverse aussi, et donc cette face postérieure, aussi bien à l'étage sus-ombilical que sous-ombilical, on va retrouver un feuillet qui est particulièrement avasculaire et large, qui couvre toute la face postérieure du muscle de l'aponevrose du transverse et du muscle droit de l'abdomen, à savoir le fascia transversalis. C'est un fascia qui est un tissu qui est particulièrement lâche, avasculaire, facile à disséquer, qui va être couvert par une dernière couche de cette paroi qui est le péritoine, qui est une membrane unicellulaire, assez fibreuse, assez consistante, et qui va couvrir toute la cavité abdominale. C'est un peu l'équivalent de la plèvre à l'étage thoracique. Nous allons retrouver dans ce fascia des éléments vasculaires, l'artère dite épigastrique supérieure et son équivalent, l'artère épigastrique inférieure. À l'étage sus-ombilical, nous allons retrouver une structure ligamentaire qui est le ligament rond, son équivalent à l'étage sous-ombilical, l'ouraque. Donc on va essayer donc de légender le péritoine pariétal. C'est cette couche, cette membrane unicellulaire qui couvre l'ensemble de la cavité péritoniale, le fascia transversalis, qui couvre la face profonde du muscle transverse, bien sûr le muscle oblique externe, muscle oblique interne et le muscle transverse. Le muscle droit de l'abdomen, la ligne blanche. Et voilà donc, si on a
dessiner un peu d'une façon concomitante cette gaine des droits à l'étage sus-ombilical et sous-ombilical, c'est bien pour définir encore une autre entité anatomique qui est particulièrement intéressante aussi, qu'on appelle l'arcade de Douglas. Ok. Ou arcade de Douglas. Il faut imaginer un peu cette arcade qui est formée par un relief de passage de toutes les gaines des 3 muscles larges latéraux en avant du muscle droit. Et donc, ce passage se situe à peu près centimètres au-dessous de l'ombilic. Et ce passage donc, va marquer un relief, une structure qui va avoir la configuration suivante. Avec, et donc, cette structure un peu en M correspond au passage en avant de tous les feuillets de la gaine des 3 muscles antérolatéraux de l'abdomen, à savoir le transverse, l'oblique interne et l'oblique externe. Et donc ça va constituer cette structure avec, bien évidemment, la ligne blanche, l'ombilic étant à ce niveau, bien évidemment. Ici à peu près à 3 cm que ça se situe, cette arcade. On voit de part et d'autre le muscle droit de l'abdomen. Qui est pratiquement à nu, couvert quelque part par sa propre gaine, par le fascia transversalis et le péritoine. Ce qui est important en fait à retenir, donc ça c'est l'arcade de Douglas, l'arcade elle-même. Et puis il y a une structure située au niveau de la fosse iliaque, droite et gauche, qu'on appelle le ligament interfovéolaire, qui est le futur orifice inguinal profond. Inguinal profond, bien sûr, qui va laisser passer de l'étage lombaire au scrotum, en passant par l'abdomen, le testicule. Il va constituer donc l'orifice profond de ce qu'on appellera le canal inguinal. Le canal inguinal, donc, étant un point faible de la paroi abdominale qui a laissé passer le testicule de l'étage abdominal à l'étage scrotal. Donc, cet espace aménagé est un point faible qui est entouré par le ligament interfovéolaire. Et bien sûr, toute cette structure est couverte de fascia transversalis et de péritoine aussi. هذا كل لول وفاه لعب. La vertèbre lombaire, avec les muscles psoas-iliaques, la masse commune, de part et d'autre, les muscles grand dorsal, des deux côtés, le muscle droit de l'abdomen,
et les trois muscles larges, le transverse, l'oblique interne et l'oblique externe qu'on va un peu mélanger avec le raponévrose. La polyvrose de cette oblique externe qui va passer en avant, celle de l'oblique interne de part et d'autre du muscle droit de l'abdomen et la polyvrose du muscle transverse qui va s'insérer sur l'apophyse transverse. Il y a le muscle carré des lombes qu'on a remis. La polyvrose donc de cette transverse qui va se terminer sur l'apophyse transverse de la vertèbre lombaire. L'oblique interne et l'oblique externe qui va s'insérer en amont du muscle grand dorsal. De l'autre côté, c'est pareil. Le muscle oblique externe. L'oblique interne qui va s'insérer aussi sur la masse commune. Ceci étant donc au niveau des plans musculaires, et ce muscle transverse est couvert à l'intérieur par un feuillet avasculaire très lâche qui va couvrir l'ensemble de la cavité abdominale, lequel fascia transversalis va être couvert aussi par un feuillet unicellulaire et fibreux que vous connaissez déjà, à savoir le péritoine pariétal, qui couvre donc l'ensemble de la cavité abdominale pour faire donc de cet espace la cavité péritonéale. Où sont logés donc les viscères, l'ensemble, la grande partie de l'appareil de la digestion. Et puis il y a un espace, là que je schématise très simplement, qui est situé en arrière du péritoine et qu'on appelle l'espace rétro-péritonéal. L'espace rétropéritonéal, c'est important, où sont logés les reins, les uretères, également les gros vaisseaux, l'aorte et la veine cave inférieure. Sachez sur le plan pratique que toute douleur qui émane de la cavité péritonéale, des viscères qui sont situés dans cette cavité péritonéale, cette douleur est antérieure. Et toute douleur postérieure, généralement, trouve son origine dans cet espace rétropéritonéal. Déjà, une application qui n'est pas du fait, qui est aussi importante dans votre pratique sémiologique. Je passe à donc coupe transversale. De la sonde abdominale.